Après, dans ce magazine financier investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons dans plusieurs stations radio à travers le pays, et particulièrement sur Profin TV, YouTube. Il y a besoin de autant d'émissions, ça, pour nous comprendre bien, fait politique, fait économie, et bien, nous sommes capables de regarder n'importe quel idée. Nous faisons en pile actualité locale, mais il faut qu'on ait pays à pas simplement dépendre de local, ça peut passer à l'extérieur, supposé intéresser nous tout. Je n'ai pas parlé de blanc, bah ouais. Donc il faut regarder ça qui passe à blanc. Eh bien, ça qui domine l'actualité à la semaine, ça, M. Trump, pour même jouer une investiture, M. a comporté sur un président de la République. Et M. même forcé l'autre président par la veille. Donc M. dérapé là pour décréter une véritable guerre commerciale. Pendant que nous avons regardé surtout la Chine, parce que c'est un pays ça qui parfois tête fait mal, eh bien, monsieur font attaque tout près. Des cabesses, il prend et Canada et Mexique. Il dit, premier jour présidentiel, ils font un tweet sorti, nous connaissons comme ça monsieur Géré lui-même, qu'il va le mettre sur tout produit qui sont dans le pays, qui sont des partenaires commerciaux, qu'ils dépendent de eux considérablement. Monsieur dit, il a mis 25% tarif douanier sur eux. 25%. Et ça a besoin d'atteindre, je ne suis pas président, mais quel était M. Trudeau, quel était Mme Scheinbaum, Claudia Scheinbaum, qui lui-même c'est une femme qui a dirigé pour la première fois le Mexique, tout le monde a relé monsieur pour dire monsieur, ça a passé comme ça. Mais Trump, c'est façon comme ça le diriger, il y a plein de monde qui dit que par contre, il va prendre une décision vraiment, c'est la pression qu'elle a fait, c'est sa façon de gérer en quelque sorte. Quand gérer busy, c'est comme ça, il fait politique tout. Donc, entendez réactions, il y a un ancien responsable plus haut niveau de l'Organisation mondiale du commerce qui pourrait parler de décision ça que M. Trump prend pour augmenter de 25% tout produit qui sorti au Mexique qui exportait un pile produit vers les États-Unis, même pour vente américaine, Zaboka qui consommé aux États-Unis, c'est au Mexique à plus de 90% que sorti. Et computer, jouet, Timoun, Mexique produit en pile, Canada vend ni pétrole, et il y a un accord de libre-échange avec deux pays ça, qui sont proches de la CAIPAL, la frontière, mais il faut comprendre, tu vas pas dire l'autre parole, ce n'est pas affaire commerciale seulement qu'il a, mais c'est affaire immigration, et ces affaires, nous sommes capables de dire problème de drogue que la mettre en place là. Entendez, monsieur l'ami. Good Morning Business, le grand entretien. 8h19, notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Pascal Lamy. Bonjour, vous êtes l'ancien directeur général de l'OMC, ancien commissaire européen pour le commerce, président émérite de l'Institut Jacques Delors. On va parler évidemment commerce mondial avec deux gros morceaux, Donald Trump et le Mercosur. Commençons par Donald Trump, puisqu'il a annoncé hier des droits de douane sur les produits venant de Chine, mais aussi du Canada, du Mexique, des décisions qu'il justifie par la crise liée aux opiacés et à l'immigration. Comment vous lisez, vous, Pascal Lamy, le Donald Trump? Est-ce qu'il a raison de tout lier aux questions commerciales? Non. Non, mais c'est ce qu'il prétend faire, alors que je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fera. Mais comme vous savez, c'est un transactionnel profond, et donc c'est du genre à dire... soit vous payez, soit je vous envoie mes gros bras, un peu à la manière mafia. Alors qu'est-ce qu'il va faire là? Soit effectivement il applique des droits de douane de 10 ou 20% sur le reste du monde, de 60% sur la Chine, dans l'objectif avoué de réduire le déficit de la balance commerciale américaine, ce qui n'a aucun sens, parce que le déficit commercial de la balance américaine n'est pas fait de questions commerciales, mais de fait de questions macroéconomiques. Simplement, les Américains épargnent peu et consomment beaucoup. Bon. Soit il fait ça, auquel cas ça va renchérir la vie aux États-Unis, auquel cas ça va faire monter l'inflation, auquel cas ça va faire monter les taux d'intérêt, et on va tous dérouiller, non pas à cause de mesures commerciales, mais à cause de l'impact de ces mesures commerciales sur les États-Unis et l'effet sur les taux d'intérêt en général. Ça, c'est la première hypothèse, c'est la raison pour laquelle j'y crois pas beaucoup. Parce que même s'il commence dans cette direction,
Wall Street est quand même assez puissant sur le président des États-Unis pour lui faire comprendre que ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc mon hypothèse, je ne suis pas sûr d'avoir raison parce que, comme vous le savez tous, il se professe comme le champion de l'imprévisibilité. Donc c'est toujours un peu difficile de commenter ce que va faire le champion de l'imprévisibilité. Mon hypothèse, c'est qu'il va se servir de ça pour négocier autre chose. D'ailleurs, ce que vous citez, c'est-à-dire ce qu'il a annoncé hier sur le Mexique et le Canada, ça n'a rien à voir avec les droits de douane. Il dit que c'est à cause de l'immigration et à cause du trafic de drogue. Mais par définition, le trafic de drogue, ça ne paie pas de droits de douane, et les immigrés, ils ne paient pas non plus un ticket, illégaux, ils ne paient pas non plus un ticket pour passer la frontière. Donc, on voit bien que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de relation entre les droits de douane et le trafic de drogue ou l'immigration, mais il va s'en servir pour dire aux Mexicains « Contrôlez-moi ces immigrés qui arrivent chez moi » et aux Canadiens « Mettez des barrières aux produits chinois qui n'arrivent pas chez moi à cause des droits de douane, mais qui arrivent chez vous, mais qui arrivent aussi chez moi, parce qu'on est dans une zone de libre-échange tous les trois avec le Canada, et ça, bon, c'est probablement... Et donc, ce qu'il faut d'un certain point de vue comprendre, c'est que le NAFTA, cet accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est une zone de libre-échange, mais c'est pas une union douanière. Ils ne pratiquent pas les mêmes droits de douane, chacun, et donc ceux qui rentrent dans un pays rentrent dans le reste, mais c'est incohérence en quelque sorte, et il met le doigt dessus. Mais quand même, Pascal Lamy, on voit qu'avec ses premiers coups de poing, vous l'avez dit, il négocie comme ça. Donald Trump, il met d'abord un coup de poing, puis ensuite, il discute. On voit qu'il commence à détricoter ces zones de libre-échange. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à l'aune d'une guerre commerciale mondiale? Parce que ce qu'il annonce sur le Canada, sur le Mexique, il l'annonce aussi sur la Chine et demain sur l'Union européenne. Je reviens à mes deux scénarios. Si c'est le premier cas, ça aura un impact sur l'économie mondiale, mais plutôt sur l'inflation. Au travers des taux. Voilà, et les taux d'intérêt. Et franchement, il y a beaucoup de pays sur cette planète qui sont un peu tangents sur le plan financier et une hausse des taux d'intérêt. Si c'est le dollar qui mène la danse, je parle, mettons, de pays en voie de développement, laissons de côté le monde industrialisé qui est le nôtre. Bon. Donc moi je pense que ça va plutôt être du transactionnel, et donc ça ne fera pas, ça ne va pas faire un incendie pour peu que les membres de l'OMC qui demeurent à l'OMC, étant entendu que les Américains sont de fait en train d'en sortir, se comportent conformément aux engagements qu'ils ont pris les uns vis-à-vis des autres. Et pour l'instant, c'est plutôt ça qui se passe. Quand vous dites c'est transactionnel, c'est-à-dire que vous dites à la fin, il va réussir avec un accord avec la Chine, c'est-à-dire qu'il finira par faire du golf avec Xi Jinping en disant great guy, en ayant eu un accord sur, par exemple, l'ouverture du marché chinois plus qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller vers ce genre de scénario. C'est ce qu'il a fait la dernière fois, sauf qu'il s'est fait rouler par les Chinois. Bon, parce que c'est quand même pas un négociateur très 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 précis sur ces grandes questions qui sont, croyez-moi, souvent assez complexes. Mais je pense que vous avez raison. Oui, c'est comment dire, c'est une sorte de jeu. C'est une sorte de jeu. On fait les gros bras. Moi, je vais vous régler ce problème. Ça marche pas. Il a fait ça la dernière fois dans tout un tas de domaines. Dans l'ensemble, ça a quand même foiré. Et le commerce mondial n'a pas reculé. C'est vrai que... Et le commerce mondial n'a pas reculé, vous avez absolument raison, ni d'ailleurs le déficit commercial américain. Absolument. Par contre, les ménages américains les plus pauvres, qui eux ont tendance à acheter des produits moins chers, qui sont ceux qu'on importe aux États-Unis plutôt que ceux qu'on produit aux États-Unis, c'est eux qui trinquent. Pascal Lamy, vous parliez des règles de l'OMC tout à l'heure, mais l'OMC sans les États-Unis, qu'est-ce que ça vaut encore? Est-ce qu'on respecte aujourd'hui encore les règles de l'OMC? C'est une question qui était totalement taboue de mon temps, si je puis dire, quand j'étais DG de l'OMC ou quand j'étais commissaire au commerce. Mais aujourd'hui, c'est plus une question taboue, parce que de fait, les Américains sortent. Ils ont contracté des tas d'engagements comme tout le monde à l'OMC. S'ils collent un droit de douane de 10% ou de 20% partout, c'est complètement contraire aux engagements qu'ils ont pris. D'ailleurs, M. Biden a pris des mesures, par exemple, ces subventions à l'industrie automobile
et à l'énergie verte, qui, dans un certain nombre de dispositions, sont contraires à l'OMC. Alors, les Européens, et d'ailleurs je n'étais pas d'accord avec ça, n'ont pas voulu attaquer les Américains à l'OMC parce qu'on a considéré que comme on se battait ensemble à côté de l'Ukraine, ça ferait mal dans le tableau. C'est un argument qui se défend. Mais il y a une OMC qui fonctionne entre tout le monde sauf les Américains. En France, pendant ce temps-là, on discute du Mercosur. Nous aussi, on parle de commerce mondial. Hier, c'était en débat à l'Assemblée. 484 voix contre, 70 pour. Tout le monde va dans le sens du gouvernement. Comment vous regardez les débats sur le Mercosur? Est-ce que ça vous fait souffrir? Non, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais bon, d'abord, il n'y a pour l'instant pas d'accord. Donc le Parlement français vote sur quelque chose qui n'existe pas. Par ailleurs, ce n'est pas le Parlement français qui est compétent en la matière, c'est le Parlement européen et le Conseil des ministres. S'il doit y avoir un accord avec le Mercosur, ce que personnellement je souhaite pour un certain nombre de raisons, c'est plutôt un bon accord pour les Européens et même un accord correct pour l'agriculture française, mais disons, ce n'est pas l'opinion de la majorité des parlementaires. S'il doit y avoir un accord à un moment, ça ira au Parlement européen, où on vote à la majorité, ça ira au Conseil des ministres, où, si la France veut s'opposer à ça, il faut qu'elle réunisse une minorité de blocage avec 4 États membres représentant plus de 35% de la population. Là, pour l'instant, on a la Pologne qui se met de notre côté. Ouais, enfin, la Pologne, attendons de voir. Hein. Parce que le problème de la Pologne, c'est pas le Mercosur. Le problème de la Pologne, c'est l'Ukraine. Et on pourrait imaginer assez facilement que la Pologne se mette en position de négociation pour dire aux Français, j'ai vraiment besoin de vous pour vous m'aider à limiter les importations ukrainiennes que nous avons généreusement offert aux Ukrainiens, ce qui d'ailleurs se défend compte tenu de leur situation épouvantable. Et donc, moi, derrière tout ça, il peut y avoir des positions tactiques. Donc, je ne suis pas sûr que la position de la Pologne ne cède pas si quelqu'un leur dit, par exemple à la Commission européenne, qu'on peut peut-être faire quelque chose pour les poulets ukrainiens. Donc, je ne suis pas sûr de ça. Bon. Et de toute façon, mon sentiment personnel, c'est que tout ça, c'est pas le problème du Mercosur. Pourquoi vous dites que c'est un bon accord? Parce que c'est un accord qui profitera à l'Union européenne, qui a déjà une bonne place dans ce domaine. Il ne faut pas laisser les Chinois occuper complètement l'Amérique latine. Comme d'ailleurs l'accord avec le Canada que la plupart des parlementaires français détestent alors qu'il est en vigueur depuis 3 ans et qui donne d'excellents résultats. Même dans l'agriculture, il y a des secteurs de l'agriculture française qui vont gagner. Toute la partie vin, spiritueux, indications protégées, fromage. Bon, il y a un problème sur la viande de bœuf qui est, à mon avis, parfaitement circonscrit parce que ce qu'on ouvre sur la viande de bœuf, ce sont des quotas. Certaines quantités sur lesquelles les droits de douane vont baisser, et puis après, si on dépasse la quantité, pof, le droit de douane... 1,2% de la consommation européenne. Bon, merci de donner ce chiffre. Un steak par an, c'est ça? Un steak par an. Donc, mon opinion, pour ce qu'elle vaut, c'est que le vrai problème, c'est l'agriculture française. Son malaise, les agriculteurs français sont mécontents. Pourquoi ils sont mécontents? Parce qu'ils sont en train de perdre des parts de marché partout, surtout en Europe. Et ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Là où la France perd des parts de marché alors qu'elle était la première puissance agricole, c'est sur le marché européen. Et ça, c'est un problème de compétitivité de l'industrie agroalimentaire française. Il faut arrêter de peser au contraire de leur compétitivité. Il y a derrière tout ça un problème d'adaptation du modèle agroalimentaire européen, sur lequel d'ailleurs l'Institut Jacques Delors de Bruxelles travaille d'arrache-pied. Mais le fond du problème, c'est le gros malaise, compréhensible de mon point de vue, de beaucoup d'agriculteurs qui voient bien qu'ils ne sont plus là où ils étaient, du point de vue de leur marge, du point de vue de leur production, il y a 10 ou 20 ans, parce que la politique agricole française, et c'est pas vrai pour les Allemands, c'est pas vrai pour les Belges, c'est pas vrai pour les Italiens, ce sont les Français qui ont amoché la politique agricole française. Je tenais M. Lamy là, et parce que les Européens étaient un chat de pète, je ne sais pas comment ils sont, mais
Nous sommes capables de division pour essayer de prendre tout, parce que l'Union européenne, nous connaît que, même penser que l'OTAN, les militaires, des barres qu'il a, depuis après la Seconde Guerre mondiale, pas jamais suspendre répéter que pays européens de l'Ouest en particulier apprend ou libre sur lui, c'est de dépenser l'argent, donc il est pour mieux dépenser Kobio. Donc, ce qui signifie que monsieur a venu pour saccager façon que mon a dirigé. Rappelez que monsieur a fait un premier mandat déjà. C'est pas vrai. Ensuite, lorsque Biden entré, Biden retournait avec ça, nous sommes capables de multilatéralisme américain. Mais tu retourner pour le pouvoir encore. Donc, monsieur va retourner à l'habitude, il a annoncé les couleurs. Donc, monsieur, j'aime dire non. La Chine a veillé ça qui a passé, mais la Chine connaît que, il a un radar, monsieur, même ça qui a privé le Canada avec le Mexique là, la Chine là-dedans. Parce que ça, la Chine fait, la Chine veut un moyen d'entrer un paquet de production qu'elle fait du côté du Mexique pour le glisser vers les États-Unis. Et Trump a tiré pied sous parole ça déjà. Ensuite, il a fondé une drogue qui passait entrer aux États-Unis. Mais, mes amis, si pas de demande, si pas de tirer, pas de voler. Pas vrai. Il faut reprocher mon yo produit entre la carte. Mais si pas de demande pour eux, parce que il y a des demandes pour eux qui fait que bagaille ça, corruption ça, qu'on arrive en quelque sorte. Mais ils répondent Trump tout. Madame ne répond Trump, madame mexicaine, madame Charbon, dit Trump que le pas penser c'est meilleur bagage qu'elle a fait. C'est pas tarif là qui va diminuer ni immigration ni diminuer drogue là. On chita, on discuter sérieusement. Tu dois les monsieur tout, nous monsieur pas qu'au président non. Jusqu'à présent c'est Biden qui est président, mais il veut un moyen pour le faire mon yo considérer comme si le président pays depuis qu'on y est. D'ailleurs quand on mettait cabinet en place, donc il est en Floride là, donc il commence à diriger, Jean va comporter là. Et en pile monde a réagi, mais ça peut le passer, mais que ça peut arriver, tu comprends même pas ça pour que attirer attention sur lui-même en quelque sorte. Donc c'est comme s'il dit Biden, hey, yo bon camper là 20 janvier, bail bout de cas là, mais c'est lui qui déjà prend pouvoir. Ça sont un signe pour le montrer que monde déjà au niveau international sans que le pas qu'au président réellement les États-Unis son élection qu'on gagne pas qu'au président parce qu'il faut le déposer mon sous Bible là. Mais il attirer attention, il diminuer ça qui a passé Washington, attention Washington, il mène la caille. Mais on essaie de garder en chiffre, ça veut dire en quelque sorte. Et comment Trump a tiré dans propre pied, je ne t'entendais analyse que M. Lamy se fait là. Mexique, c'est le principal partenaire commercial des États-Unis. Et ça suppose intéresser Haïti tout. Ça ne va pas parler là. Parce que dirigeants, nous trop concentrés en dedans, nous pas garder géopolitiquement ça qu'a privé. Pas oublier, après Covid là, Américains qui peuvent déplacer une équipe usine pour venir piper. D'ailleurs, on va parler nearshoring, à savoir produit piper la caille. Parce que chaîne d'approvisionnement te posé problème pour lui-même, parce que même masse que pas fait. Parce que les États-Unis aujourd'hui, l'économie que gagnent, c'est pour une économie qui a produit un paquet de bons produits industriels qui ne rendent ni compétitifs. Les importations du Mexique à partir des États-Unis, les Américains importaient pour plus que 378 milliards de dollars américains. Autour de 380 milliards de dollars américains. C'est la première exportation vers les États-Unis, qui devant la Chine. Mais nous allons comprendre pourquoi ça devant la Chine dans tout. La Chine tout prend au libre. Pendant que l'Amérique a déplacé les usines, lui-même il déplacé quelques usines, tout le glisser au Mexique parce que le connaît un accord de libre-échange avec les États-Unis, après le tout déposé au Mexique. Après le tout prend au libre là. Il est en deuxième position avec 322,2 milliards de dollars américains. Donc, si nous prenons 200-300, ça vaut près de 600 milliards de dollars américains. Canada vient en troisième position avec 307,3 milliards de dollars américains. Donc, nous allons dire, les Américains pas produit. Conseil de produits américains, pas compétitif là-dedans. Nous sommes là, conseil de produits agricoles, avocats particulièrement. Donc, nous-mêmes tout, regardez le marché ça, regardez, je ne vais pas me parler d'Haïti, mais au moins, si vous prenez quelques milliards, à peine sur un milliard de dollars d'exportation, regardez, son marché que nous pas profiter de lui-même en quelque sorte.
Et qui ça a fait? C'est exactement produit agricole américain besoin pour l'acheter. C'est manufacture que pas faire la qualité, toile, maillot que ou ta doit renforcer la qualité. Et même microprocesseurs. Et m'dou la Chine glisser en série de bagages, c'est la raison pour laquelle elle frappe le Mexique là, c'est dit du Mexique bloquer la Chine. La bataille soit fait immigration oui, mais il a besoin de contrôler la Chine qui prend roue libre ça, qui met une série de usines au Mexique je dis pour rentrer plus facile aux États-Unis. Quatrième position, c'est l'Allemagne, avec 121,1 milliards de dollars américains. L'Allemagne, nous connaissons surtout automobile, BMW, Mercedes. Tu as déjà fait une blague, déjà. Les sorties devant Chop Tower, il y a une bonne machine européenne qui a passé, ça a passé là, avec la machine américaine. Et comme l'élection, M. sorti là, tout, M. promet pour le retourner le plus d'usines au niveau du sol américain. Et bien, c'est ça qui fait la mettre tout tarif ça, ou son pression là-bas. Et contrairement à Biden lui-même qui a fait un programme, le IRA, Inflation Reduction Act, qui a payé une série d'avantages pour venir produire aux États-Unis, Trump lui-même, il change, lui-même, c'est gros point, ça met les barrières douanières, ça qu'il mettait en place. Et cinquième pays qui importait vers les États-Unis, importés de eux-mêmes, c'est le Japon, avec 109,7 milliards de dollars américains. Donc, on comprend. Il y a près de 4 milliards de dollars américains d'importation de pays extérieurs. Et qui sa stratégie Trump là? S'il mettait tarif à 25% sur le monde qui est plus près de lui, il mettait à 60% sur la Chine, il même pensait mettre à 10% sur les pays européens, il a entré près de 500 milliards de dollars américains sur l'importation, ça, le tarif douanier. Et lorsque l'entrée comme ça, il va diminuer les taxes sur l'entreprise, parce que là, pas oublier, les gens ça a été investi dans la campagne et tout, ils promettent des avantages. Donc, il a besoin de réduire encore les taxes sur l'entreprise, mais il a monté sur le tarif douanier. Mais il y a des économistes spécialisés dans l'affaire commerce, parce que le commerce sont bien spécialisé que lié, qui fait comprendre que produits comme si on va mettre des taxes sur eux, qui ça, c'est des produits que consommateurs moyens américains, en pile de monde qui ont voté, ils vont payer conséquences. Parce que lorsque les gens importent des produits, ou mettez 25%, ou mettez 10%, ou mettez 60%, qu'est-ce qui va le payer? C'est le consommateur final. Or, il ne faut pas suspendre répéter, il y a une raison qui fait Biden avec l'équipe Kamala perd du pouvoir, c'est l'inflation qui gagne dans l'économie américaine. Donc, penser tarif douanier, il a un impact inflationniste. Et je m'explique ça la semaine dernière là, que même le peuple américain qui voté pour Trump, là, dans 2 ans, par exemple, les midterms, c'est pour l'élection au niveau du Congrès. Je dis à M. Gain, Sénat, avec Chambas là, qui est sous contrôle, il a perdu le midterm dans l'élection. Parce que, pas oublier ça, les Américains, ça poche qui ont voté. Et on a répété encore, James Carville, conseiller Bill Clinton, it's the economy, stupid. Qui veut dire que l'économie, c'est une variable très très importante. Mais en retournant encore sur le Mexique, là, il dit que son pression que M. a fait sous le président mexicain, pour contrôler les frontières, pas seulement qui connectent avec les États-Unis, mais frontières Mexique qui rencontraient particulièrement pays Amérique centrale, que Haïtiens qui sont Chili, Brésil, fait expérience ça déjà, parcourir toute route ça pour arriver sur frontière ça, il a besoin que madame n'a contrôlé depuis en bas pour ne pas même arriver sous frontière américaine. En plus, le monde pense que Trump n'a pas vraiment l'intention d'augmenter la sur le Mexique. C'est affaire moun k'ap entrer parce que nous avons une image ça qui pas belle pour les États-Unis. Et comme Trump c'est bataille ça depuis le premier mandat là, il a construit un mur et monsieur à côté nous Abinader on imité il était besoin mettre mur sur frontière partout. Donc c'est Trump qui est venu à parole ça. Et les chiffres sont là. Sous Biden il y a à peu près 2,4 millions de monde qui entrent illégalement aux États-Unis. Et la campagne Trump vient pour mettre les gens dehors, protéger le territoire américain. Et il y a des chiffres même qui montrent ça.
qui est plus important pour les Américains dans la dernière élection et qui fait voter Trump, c'est la inflation que Biden a subi pendant le mandat là. Ensuite, immigration au plus haut niveau également. Côté américain, pas seulement américain blanc, non, je ne comprends pas tout. Ils même dit que les 5 pas trop contents, il y a trop de gens qui sont dans Biden. Donc, on va écouter pas là qui arrive. Il y a des gens qui sont déjà là, et bien qui t'a remis c'est là pour coacher pour dire, oh, c'est là. Donc, en ce sens, gagner une montée au niveau des États-Unis, et ça fait que Trump n'est pas capable de exercer une pression pour diminuer l'immigration, parce que l'élection c'est comme ça, jouer aux États-Unis, mon yo, bas opinion yo, et dirigeant yo prend information ça yo. Et c'est à partir d'informations ça que prend décision. Donc pas comprendre que guerre commerciale ça que Trump voulait décréter son guerre mondiale puisque monsieur attaqué moun qui vibre lui au pays, il pas personne va attendre à ça. Il pas dit ça dans la campagne. Il était dit qu'il va monter taxe sur tarif douanier sur la Chine, sur l'Union européenne. Après mais subitement monsieur pas quand même pouvoir, il tout attaquer Canada avec le Mexique qui voulait dire que son lui dit ouais si me pense à plus premier nous-mêmes nous capirons. Mais s'il pense à plus premier tout, il régler les affaires border à savoir frontière là côté que moun a entré facile qu'il était au Texas, qu'il était en Californie. Bon, pas oublier zone ça pour qu'elle c'était dans le temps, l'histoire capable de rappeler ça. Donc moun yo t'es perdu avec américain prend zone là et bien moun yo reprend avec pied dans les zones ça c'est des zones hispaniques ou latino yo très très fort là-dedans. C'est des zones où on parle espagnol plus parfois qu'on parle anglais. Donc là, voilà qui ça qu'a joué là, et nous-mêmes, nous sommes capables de dire, ça ne perd une parole comme ça. Et d'ailleurs, Caraïbes là, c'est une rare zone dans le monde que les États-Unis aujourd'hui, qui ont un gros déficit de balance commerciale, côté le gros surplus de balance commerciale. Bon, c'est un bon petit pays là, tout petit. Donc, ils exportent plus vers zone ça, donc nous ne pas intéressés dans le tarif douanier, vraiment, bien que l'Europe là, nous connaissons qui ont des avantages. Je ne suis pas sûr que vous allez déranger dans ça parce que ce n'est pas des gros montants. Et ensuite, il faut prendre l'en pour entrer là, car parole, puis difficile, ce n'est pas marche au marché, donc sortir Mexique pour entrer. Donc ça capable peut-être de moins de pression, mais c'est à regarder également. Et pour nous regarder comment que nous avons positionné, parce que c'est une nouvelle administration, avec une autre façon de voir les choses, qui est beaucoup isolationniste, ça veut dire MAGA, Make America Great Again, et dans Make America Great Again, dans fait America vient donner grand encore, qui s'allie, c'est mettre job. D'ailleurs, Trump dit comme ça que, alors, équipe par là, c'est comme ça réfléchit. Cette histoire, son bon immigrant qui a pris pour faire une série de jobs, il dit non, si nous formons les gens par nous tout, eh bien, il n'y a pas fait job là. Elle n'est pas aussi simple. La compétitivité, pas retrouver facilement une série de biens qui pas un salaire trop élevé en quelque sorte. Donc, tout ça, il faut nous suivre. Et pour nous garder de manière géopolitique, comment pour nous positionner, nous sommes comme avantage. Et les avons au marché, nous montrons combien de milliards de dollars américains, pour nous dire 1000 milliards de dollars américains que le pays a importé. Et il y a besoin, l'Amérique pas qu'à effacer le déficit de balance commerciale juste avec les tarifs douaniers. Il y a de gros problèmes là, et il y a besoin d'argent tout, parce que la Chine n'a pas fait de bien, à savoir production simplement. La Chine dans tous ces investissements, nous avons bon du trésor, nous avons investissement. Tout ça, derrière tout, il a besoin de faire venir investir la qualité, tout ça entrer dans la bataille qu'a fait là, dans la bataille commerciale là, la regarder comment moun yo capable d'investir la qualité. Biden te fait beaucoup plus souple avec IRA et IRA, tandis que Trump lui-même il fait beaucoup plus gros point avec tarif douanier parce que les États-Unis pas capable de passer de ça n'est pas capable de joindre l'argent au niveau international. Il y a ça un twin deficit, ça veut dire un déficit jumeau. Je vais montrer un déficit balance commerciale là, mais il y a un gros déficit également au niveau budget. Vous avez analysé le budget pays d'Haïti, montre le problème que nous avons. Gros petit, ça dépend de comment on dépense l'argent. Les États-Unis ont un problème budgétaire sérieux là. 7% de déficit par rapport à PIB. Ça veut dire. Ça veut dire que les Américains ont entré près de 4 000 milliards de dollars américains et ont dépensé plus que 5 000 milliards de dollars américains. Donc, je te montre une petite partie par nous, 1 milliard de gouttes. Mais si vous avez 4 d'entrée et près de 6 de sortie,
ou un déficit de 2, il faut combler. Et comment pour combler? Il faut une comme sortie de tout. Et la Chine a besoin avec les États-Unis. Les États-Unis bien yo, sous forme d'exportation et les Américains prennent l'argent en main pour capable construire, pour capable faire investissement dans le pays. Et la Chine commence à retirer comme sérieusement dans les bons du trésor. Il était près de 1000 milliards de dollars américains, il descend à 800, il continue à descendre. Et Koubla là qui montrait que les Chinois, comme pays, comme investisseurs, retirent, à défaire de bons Américains. Et ça va avoir un impact sur l'argent américain, à savoir le dollar qui est la réserve mondiale, surtout les BRICS qui viennent là, surtout les Bitcoin qui viennent. Donc tout ça, c'est des plaques tectoniques, si on est capable de parler comme ça, là, fait tremblement de terre, eh bien, on est capable de jouer une plaque ça au niveau de finances, et ça crée de grandes crises financières. Parce que les États-Unis ont besoin des fonds au niveau international. Pas besoin seulement bien, non? Ils ont besoin de COP, tout. Ils ont besoin d'investissement, tout. Si on commence à désinvestir aux États-Unis, ça va poser des problèmes pour le gouvernement américain, qui dépend de ça pour financer la dette. Une dette qui est supérieure, attendez, chiffre là, oui, 30 000 milliards de dollars américains. Les Américains super endettés, que ce soit au niveau dette privée, que dette souveraine en quelque sorte. Donc, mais tout gros mouvement ça qui a passé là, pendant nous-mêmes, nous avons une affaire gang, nous avons une affaire loc, nous, eh bien, au niveau mondial, pas oublier que le pays, nous dépendons de lui, avec 70 jusqu'à 80% l'argent qui a sorti dans la diaspora pour venir là. Et moi, je dis déjà, lorsque il y a une inflation aux États-Unis, si la guerre commerciale ça va provoquer l'inflation aux États-Unis, il va avoir un impact sur les transferts de devises des Haïtiens vivant aux États-Unis vers Haïti. C'est un big picture, mais suivez mon regard, c'est Haïti qui a finalisé dans ça. Donc pendant que nous avons un problème interne, nous avons un problème externe. Et ensuite, par étant d'absuivre donner là, aide que les États-Unis, même sous Biden, tabaye vers la Caraïbe, pas dit vers Haïti, non? Vers la Caraïbe. C'est sur Haïti que plus qu'on vient que tout le reste pays Caraïbe. Par étant que nous allons joindre quelques les USAID ou encore des administrations trop plan, l'argent qui parle facilement même genre, non? Puisque c'est un problème interne que lié là aujourd'hui. Attendons que l'assistance internationale américaine va diminuer, pas seulement sur Haïti, sur le reste du monde. Parce que les Américains veulent résoudre le problème de la caillou. C'est une sorte d'isolationniste, c'est le problème de la caillou à résoudre. Qui veut dire qu'il y a moins de scope qui va venir en Haïti, que ce soit à travers l'assistance officielle des États-Unis, ou encore à travers Haïtiens de diaspora qui viennent là. Donc, qui veut dire deux sources qui ne sont pas négligeables, si on diminue, eh bien, suivez mon regard, dollar américain par rapport à goutte, bah ouais. Ensuite, inflation, taux de change, inflation, et dans ça, il y a déjà des fortes pressions qui sont capables d'exercer. Donc, ce changement qui se produit à Washington, il faut nous être capable de regarder la politique étrangère, nous, comment nous allons positionner. Nous. Comme leader, Jean-Monsieur a dit, il n'y a pas mérité trop respect que nous avons, mais il faut nous battre pour que le pays ne pas tomber dans un vrai turbulent. Est-ce que la guerre commerciale mondiale aura lieu, comme Trump décrété là? Reste à savoir, est-ce que c'est pression Trump va bailler? Est-ce que Trump va finir la transaction pour le faire deal, pour le capable de résoudre le problème de migration? Nous avons souhaité ça. Et même vers la Chine, parce que si la menons une bataille trop fort avec la Chine a des armes pour le bataille avec elle tout. Et si M. Tout a mené une politique pour retirer les pays latino-américains, il prend le Mexique et il descend du Samba tout, eh bien la Chine même ça l'attend tout. Pour être capable d'intégrer le plus possible. Le seul ami sûr garanti que le gain c'est l'Argentine avec Milei, Lula, l'Ambrix, et l'autre pays d'Amérique latine aussi trouvé que, qu'on interprète comme ça, l'arrogance nord-américaine est capable de repositionner avec d'autres acteurs, car ça a coûté extrêmement cher, et nous-mêmes nous sommes capables de payer les conséquences là. Donc c'est la deuxième émission que nous avons fait, nous concentrer sur ce qui a passé
la transition américaine, et M. Trump a fait bruit sérieusement sur cette affaire de guerre commerciale, augmentation des tarifs douaniers, et Haïti n'a pas ignorer ça qu'a privé quand on Sam là et qui a un impact non seulement sur Haïti, mais au niveau de la région globalement, à savoir les pays de la Caraïbe. Nous remercions tout le monde qui est suivi nous. C'est un grand plaisir. À la semaine prochaine.